Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, eh bien, j'ai un invité de marque, Jules Melon. Alors, je suis très heureux de t'avoir auprès de moi puisque nous allons parler d'un film qui, j'espère, te tient à cœur. Attention, j'espère. Comment vas-tu ? Salut la compagnie, salut Romain. Franchement, est-ce qu'il me tient à cœur ? Au premier visionnage à l'époque, j'avais bien aimé, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de le revoir. Et d'ailleurs, je m'étais juré à l'époque, après avoir fait une vidéo un peu blasée dessus, mais pas trop quand même, d'en reparler un jour avec quelqu'un. Et tu es ce quelqu'un, et je suis très content d'être sur ta chaîne pour en parler avec toi, mon cher Romain. Et d'ailleurs, au passage, comme tu parles de la chaîne, ici, on a donc une deuxième vidéo qu'on a fait. On a fait une impro ciné-critique. J'ai eu l'honneur d'être invité sur une nouvelle impro ciné-critique sur Takeshi Miike, sur un film de Takeshi Miike. Oui. Donc autant, voilà, comme ça, si je mettrai le lien en description de toute façon. Ainsi, vous pourrez. One the Killer ou Ichi the Killer. Et là, on va parler de Ready Player Ichi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Les connaisseurs comprendront. Non, mais c'est bien, il y a du lien, tout est lié finalement. Et ça, c'est merveilleux. Comme la pop culture, tout est lié, puisque ça nous ramène à ce qu'on va voir justement dans Ready Player One, qui pose l'idée de tissu de la pop culture. Alors, juste très rapidement quand même je pense que tout le monde l'a vu grossièrement, donc c'est assez compliqué. Je vais pas passer des heures à le contextualiser. Le film, au passage, très rapidement, date de 2018 maintenant, ça fait 2 ans quand même, mine de rien, réalisé par Spielberg évidemment, est adapté d'une œuvre d'Ernest Cline, au passage qui s'appelle Ready Player One, et qui était au passage déjà un hommage à Spielberg. Et que... il va y avoir une suite d'ailleurs de ce roman aussi. Oui, et c'est triste, ça fait peur. Et il va y avoir une suite du film aussi, mais ça, on verra bien. Ne parlons pas de mauvaises choses pour l'instant, mauvaise nouvelle. Voilà, on va commencer par les bonnes. Donc le film, pour vite résumer, mais bon, il y a pas forcément, je pense que vous connaissez toute cette histoire, on a vérifié quand même la date, on est en 2045, le monde est au bord du chaos, et grossièrement ce qu'on va suivre, c'est la population qui sait de faire face finalement à cette société qui se délite progressivement, et qui va trouver un refuge dans l'Oasis, qui est grossièrement un jeu vidéo, un MMO, hein, finalement un MMORPG, hein, massivement multijoueur, donc avec le principe de la VR, dans lequel donc les gens se réfugient pour échapper à une réalité, hein, parce que finalement quand on joue jeu vidéo, finalement ne cherche-t-on pas finalement à fuir un petit peu la réalité. Et nous allons découvrir finalement, puisque le créateur de ce jeu vidéo donc va mourir, et va proposer à tous les joueurs, pour pouvoir récupérer justement des parts, de grosses parts de l'entreprise qu'il gérait et qui était à l'origine de ce jeu, de découvrir donc, de répondre à un certain nombre d'énigmes, à un certain nombre d'épreuves, et de découvrir finalement l'easter egg ultime qui permettra justement de gérer l'Oasis. Prendre ça simplement, et on va suivre donc un certain nombre de personnages, dont le personnage qui est interprété par Tye Sheridan, donc qui joue le personnage de Wade Watts, WW, comme Peter Parker, PP, etc. Mais on va revenir sur toutes ces bases de pop culture qui sont disséminées ça et là dans le film, qui va justement essayer de gagner ça face au terrible, au vilain, au très très vilain Nolan Sorrento, qui est interprété par Ben Mendelsohn, et qui lui souhaite récupérer en tant que gros capitaliste ultra agressif le jeu vidéo, justement, l'univers, pour pouvoir justement le bouffer, le phagocyter par la publicité, et en faire encore une fois une œuvre profondément capitaliste qui oublie la passion au profit justement de l'argent, si je puis dire. Donc il y a quelque chose finalement, on en parlera plus tard, je rentre pas là-dedans. Donc ça, je pense que j'ai fait un petit tour rapide, hein, de la narration globale, et maintenant on va pouvoir se lancer dans la discussion. Et puis je vais dans un premier temps te lancer, hein, Julien, dans un premier temps. Qu'en as-tu pensé ? Alors déjà, quelle a été ta première approche ? Est-ce que tu arrives à analyser pourquoi ? Et comment ça a évolué sur ta seconde approche du film ? Alors, la première fois que je l'avais vu, j'étais pas en grande forme, hein, c'est une période de ma vie où voilà, ça passait ou ça cassait les films. Quoique, là, le film était passé pour moi, j'avais mis 7 sur 10, c'est qui est une bonne note en soi. Et pour un Spielberg, c'est quand même un de mes réalisateurs préférés. Bon, j'en attendais peut-être trop, c'est vrai que le film, en plus, je l'avais vu 1 mois après sa sortie, il était passé dans mon petit cinéma indépendant, j'avais mis du temps à le voir, et beaucoup de gens avaient dit « Ah, extraordinaire, voilà, il faut le voir, et tout. » beaucoup de références, et ça parasite un petit peu aussi l'attente, voilà. Et quand j'ai vu le film, je l'ai vu comme une autoroute, c'est-à-dire que j'ai vu le scénario s'écrire devant moi, et bon, j'ai pas été surpris, si ce n'est visuellement par des choses très intéressantes quand même. Et en fait, c'est sur l'écriture que j'avais moins aimé le film, pas forcément sur les références. Par exemple, j'avais pas crié ici au fan service et tout. Non, c'est pas du fan service justement, c'est presque de l'anti-fan service à certains moments justement. Mais j'avais trouvé le scénario assez classique. C'est Spielberg, mais on va dire que c'était très balisé.
Et j'ai vu le film se dérouler sous mes yeux un peu avant, y compris les twists, etc. Enfin, les twists, les petits retournements, etc. Et j'étais resté un peu sur le côté en disant ouais, c'était très bien, mais bon, j'étais content de revoir la DeLorean, voilà, mais le T-Rex, voilà, ouais, mais j'étais là en mode mais et voilà. Et je m'étais juré de le revoir un jour. Mais alors, à la base, je voulais le revoir avec un ami, mais bon, on s'est plus trop revu et tout. Puis après, il y a eu ce qu'on appelle le confinement, hein, rappelez-vous. L'apocalypse. Je crois que vous vous rappelez encore. Et bon, finalement, là, j'ai décidé de pas attendre et de le revoir parce que j'avais tellement envie. Voilà, je me suis fait un petit peu vacances Spielberg. Je me suis refait les 2 premiers Jurassic Park, le 3e aussi, mais ça se passe Spielberg. Voilà. Et je l'ai revu dans un contexte différent, puisqu'entre-temps, justement, le confinement est repassé par là. Et quand tu vois ce film dans le contexte actuel, tu le regardes différemment, presque comme une tragédie, d'ailleurs. Le côté 2045, le monde est passé par des crises énergétiques, tout ça, famine, pauvreté, tu rajoutes Covid, si tu veux, et les gens sont bloqués chez eux, ils ne peuvent plus trop sortir, ils ne veulent plus sortir, et ils vivent tout divertissement, culture et tout, enfermés dans la réalité virtuelle. Et quand on sait ce qui se passe ces derniers temps, on va pas faire de la politique ici, c'est juste de la constatation. Comme la culture est devenue non essentielle, à terme, les gens vont finir par vivre ces expériences-là avec la réalité virtuelle qui s'est encore plus développée depuis l'écriture du film, j'imagine. Donc ça te fait un peu du froid, ça te fait froid dans le dos. D'autant plus qu'on voit là en 2045 qu'ils vivent dans un endroit assez pauvre où ils sont tous les uns sur les autres, empilés. Avec des drones qui livrent des pizzas et tout, c'est un monde qu'on peut facilement imaginer dans 20 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et peut-être même avant. Bon, je vais peut-être pas exagérer, mais quand même. Il y a des petits trucs un peu plus futuristes et tout. Hein. C'est comme l'histoire des voitures volantes dans Retour vers le futur. Hein. On les attend toujours. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce film, que j'ai plus apprécié au second visionnage, hein, je tue le suspense d'emblée, c'est qu'on voit une mise en abîme, côté méta du Easter egg dans ce film. Puisque la quête, c'est de trouver l'easter egg final pour être l'héritier. Et ce film est blindé d'easter egg, et du coup, on suit la quête du personnage principal, tout en essayant de voir les références. C'est un jeu pour le spectateur. Alors, il faut pas que ça devienne quelqu'un qui prenne une liste. Tiens, j'ai vu ça. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait des concours il faut que je récupère le plus de références possible. Mais, dans cette quête-là, dans ce monde qui est absolument fantasmé, quoi, dans la réalité virtuelle, où on voit toutes les références, pop culture, alors pas que du cinéma, hein, jeux vidéo et tout, il y a quelque chose d'assez fou et abouti, parce que c'est loin d'être de la diarrhée numérique, hein, ce film, ce qui est un petit exploit de nos jours, parce qu'on en connaît des gros blockbusters qui sortent et on voit les fonds verts à 8000 km. Là, je trouve que c'est assez... c'était ambitieux à la base, et c'est super bien rendu. J'imagine le casse-tête que ça a dû être sur le plan technique, parce qu'il y a des détails, hein. Le jeu, c'est de retrouver les détails aussi au fur et à mesure des visionnages. Et alors, au-delà du scénario du personnage principal qui a son problème familial, hein, comme dans tous les films de Spielberg, hein, on reconnaît ce côté-là, parce qu'il n'y a pas le père, entre autres, hein, et même pas la mère d'ailleurs, il n'y a plus personne. Il n'y a que la tante, hein, voilà. Et un oncle dégueulasse, mais qui est pas un oncle en fait, qui est méchant et tout. T'arrives à te reconnaître en la personne finalement, tout en étant aussi spectateur avec lui, et on a presque envie d'être acteur des actes qu'il fait. C'est ça qui est bien dans le film. Après, j'ai toujours des bémols. Voilà. Le scénario, bon, à la rigueur, qu'il soit simple, c'est pas un problème dans ce film-là. Parce que ça va au-delà du scénario. Et encore, il y a un message final qui est passionnant, quand même. Qui est simple, hein, mais passionnant. Et le petit bémol que j'ai, c'est sur le méchant. Alors, le méchant, qui est le méchant, basique. Mais est-ce que c'est pas logique, je me dis aussi, de faire un méchant aussi basique dans une quête aussi simple? Ouais. C'est ça la question. C'est que le scénario est peut-être volontairement, entre guillemets, simple, pour mieux référencer les choses sans en faire trop, et toucher le spectateur pour qu'il se sente impliqué. Tiens, oui, dans 25 ans, peut-être qu'on vivra ça, et on pourra... Voilà. Donc, je reste un peu partagé, mais c'est un film que j'ai plus apprécié au second visionnage. Et je sais qu'il y a des thématiques passionnantes là-dedans que tu as même développées, je crois, dans certains de tes cours. Hein. Bah, il y a plein de choses. C'est vrai que tu dis très bien. Je suis d'accord hein, sur tout ce que tu dis hein, sur le fait qu'il y a des faiblesses. On est parfaitement d'accord. Hein, le film, c'est vrai que le scénario,
Bah il est somme toute hyper classique. Enfin, c'est le héros mille visages de Campbell. C'est pas très c'est le monomythe, hein, ça revient au même, hein, toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière après dont il va te le raconter. Et moi, ce que j'aime beaucoup dedans, en fait, par rapport au parler des références, il y a un côté quasiment où est Charlie à un moment donné où tu t'amuses justement à chercher où est telle référence et à trouver ça super agréable, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez jouissif à dire tiens j'ai repéré ça, est-ce que les autres l'ont repéré, c'est assez marrant, c'est ludique. Donc c'est aussi une manière aussi, je pense, pour Spielberg de dire aussi, comme il te dit dans le film, pour moi, que le jeu vidéo c'est un art dans lequel le joueur est aussi créateur. Il est participatif, et là il y a ce côté participatif, et là je pense pour moi je ressens ça de la même manière en fait, c'est-à-dire qu'il te dit aussi à toi, comme évidemment c'est un film dans lequel tu peux pas interagir de manière directe, tu peux quand même jouer à essayer de repérer ça, il y a quand même cette base là. Mais je pense que ça ne se limite pas qu'à ça, parce que je pense que chaque référence ramène à un imaginaire, et qu'au-delà de ça encore plus, je trouve que c'est la base du jeu vidéo. Je veux dire, quand on joue au jeu vidéo, alors je sais pas si tu y joues beaucoup maintenant ou pas. Très peu depuis plusieurs années. Ouais. Parce que moi je pense que cette idée, moi, pour jouer à des jeux comme Skyrim, Oblivion, peut-être qu'ils sont des jeux Oblivion pour le coup qui est un peu plus vieux déjà, moi ce que je m'amuse à faire quand j'essaie de créer mon personnage, prendre des choses très simples, c'est de ramener mon personnage vers un imaginaire qui moi me va. Donc j'aurais tendance, par exemple, quand je joue pour ceux qui jouent aux vidéos, quand je joue à Skyrim, à essayer de recopier Kratos avec mon personnage, de faire un personnage qui est un autre univers et de le ramener dans cet univers là, parce que pour moi ce personnage là veut dire quelque chose. Et j'ai l'impression que voilà, justement on va dire cette richesse de tous ces personnages que certains ont vu comme étant une sorte de vomi de pop culture. Je pense que finalement je pense que Spielberg a très bien compris, c'est là que le jeu vidéo c'est un espace créatif dans lequel chacun va ramener son propre univers, ses propres références, pour essayer de créer une sorte de toile d'araignée de référence. Et c'est ce qu'est la pop culture, une toile d'araignée de référence en fait, globalement. Donc c'est ça moi qui me fascine dans le film en fait, c'est qu'il arrive à ne pas aller dans à pas prendre le risque de se planter à faire de la référence pour la référence, à être du film doudou quoi. Il y a pas ce côté-là pour moi. Il joue avec la nostalgie pour en faire quelque chose. Voilà. Il y a plein d'exemples. Le Géant de Fer par exemple, il y a quelque chose derrière. Et, voilà. Et puis bien, pour en parler de cette scène, parce que je pense que les gens ont vu le film, donc voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais enfin c'est un semi-spoil, la scène de Shining, tout à fait, qui est remarquable. Là pour le coup, c'est bluffant parce que t'as vraiment l'impression de revoir le film devant toi. Ça serait, moi pour le coup, si je devais m'intéresser à la réalité virtuelle un jour, c'est pouvoir vivre une scène, je sais pas, de Jurassic Park par exemple, en vrai, et presque interagir avec. Donc là, à un moment, ils sont dans la scène de Shining, c'est pour la deuxième clé, je crois. Oui, tout à fait. Si je ne m'abuse, voilà. Et c'est fou parce qu'on a vraiment l'impression de revoir Shining. Et en plus, Spielberg en profite pour rendre un hommage à son ami Kubrick. Il en profite dans ce film, clairement, pour marquer le film d'une empreinte de ce qu'il a marqué lui. Par exemple, les jeux vidéo, peu de gens le savent peut-être, mais Spielberg est un grand fan des jeux vidéo. Ce qui est pas forcément d'emblée ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à Spielberg. Et le jeu avec la nostalgie, le jeu avec les bases aussi. Ici, Shining, c'est une certaine base cinématographique. La finalité du film, c'est aussi sur une base des jeux vidéo, l'un des premiers jeux vidéo avec le premier Easter egg dedans et tout. Et je pense que le message est clair ici, Spielberg. C'est pas juste pour remuer la nostalgie, c'est pas du fan service, c'est pour aussi nous reconnecter avec quelque chose qui est essentiel, nos bases à nous, qui nous ont construit, voilà, des choses qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est un peu c'est de ça dont le film parle. Il y a une critique de ce que le monde pourrait devenir si on le laisse partir dans n'importe quelle direction, quoi. Et c'est ce que j'ai vu dans le film, c'est qu'il y a, alors c'est peut-être dans le roman de base aussi, je l'ai pas lu, mais le message ici, c'est que, ouais, regardez, faites attention. Le monde, il va évoluer. Faut l'accepter, peut-être pas en bien. Et si vous restez vous-même et fidèle à ce qui a été fait, à vos inspirations et tout, vous pourrez vous en sortir et vous pourrez être les dignes héritiers de ce monde et faire de ce monde quelque chose de meilleur, alors que pourtant, sur le papier, c'était pas gagné. C'est un peu le message du film. Et ça, je l'ai trouvé touchant. Et là, on retrouve le côté Spielberg, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vrai, parce que comme tu parlais du jeu vidéo, ça me paraît de rebondir, je pense à ça aussi. Quand tu disais le jeu vidéo, Spielberg, déjà, sur les Dents de la Mer, il passait un temps infini entre chaque prise parce qu'il avait découvert une petite borne d'arcade et pendant tout le tournage il s'amusait entre les prises à jouer sur cette borne d'arcade, et là ça l'a tellement fasciné qu'il a voulu mettre un projet en route qui s'appelait The Dig,
qui a périclité parce qu'il avait pas l'argent qu'il fallait, qui était un point and click qu'il voulait mettre en place en fait assez rapidement dans la foulée de ça, et qui finalement a été complètement périclité le projet. Et c'est en 95, il me semble, que George Lucas a repris le projet et a fini sous LucasArts, a fini par le mettre en route. Donc je pense qu'il y a effectivement une très forte proximité entre le jeu vidéo, qui a toujours été une fascination pour Spielberg en fait, et qui et là il fait son jeu vidéo dans une certaine mesure aussi, tout en utilisant le médium cinématographique pour exposer tout cet amour qu'il a. Et tu parlais de Shining aussi, et je pense que c'est aussi un truc vachement important quand tu disais qu'il y a quelque chose de très très réaliste. Il s'est quand même fait chier Spielberg techniquement, tu parlais tout à l'heure même aussi de la technique, il s'est fait chier à prendre toutes les parties des photos des photos de base en fait qui avait du tournage, et il a retravaillé tout et tout numérisé. Donc c'est un travail de dingue pour pouvoir justement qu'on soit complètement baigné à fond dedans en fait, et c'est fou. En mixant ça avec la performance capture, et c'est pas anodin s'il fait 15 000 références à Zemeckis, qui est peut-être dans un premier temps le pionnier de la motion, de la performance capture. Donc je pense qu'il y a tout ce truc là, tout ce vivier en fait qui est autour de lui, qui c'est une émulsion pour ce film là. Il y a même le Zemeckis Cube, carrément. Voilà, tout à fait. Le nom, enfin, peut-être que c'était dans le roman aussi, je sais pas ce qu'il a créé par rapport au roman. Ça serait intéressant de voir, parce que je le lirai un jour ce roman, parce que ça a l'air passionnant de voir peut-être deux influences différentes, enfin deux auteurs différents, avec des influences diverses, mais dans le même monde. Je suis persuadé que Spielberg il a retouché beaucoup de références du livre de base. Bah, alors, non, il doit y en avoir quand même. Mais après, sachant que dans le même, pour être Ernest Cline même dit, il revendique le fait que son bouquin est un hommage à Spielberg, et qu'il rêve secrètement depuis des années que ce soit réalisé par Spielberg. Il l'a fait pour lui. Il y a peut-être plus de références au cinéma de Spielberg dans le bouquin que dans le film de Spielberg. Oui. C'est probable. Mais d'ailleurs, il y a que le T-Rex, il me semble, de Spielberg directement. Et ce qui est plutôt rigolo, parce qu'en plus le seul, c'est effectivement le T-Rex. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a quand même une note d'humilité de la part de Spielberg, qui est de dire finalement il y a le T-Rex, et après on arrive à King Kong, qui finalement les battra tous, qui est clairement dit dans le film. Donc même mon T-Rex, il arrive pas à la cheville de King Kong, quoi. C'est quand même une note d'humilité. T'as une lecture, si tu veux, sur ce film, sur les influences de Spielberg et l'humilité qu'il peut avoir sur des œuvres qu'il juge plus grandes que lui, comme King Kong du coup. Et à mon avis, il y a quelque chose à voir à travers ce prisme-là. Bien sûr, Shining, et on pourrait penser à d'autres choses. Par exemple, la moto d'Akira, je pense que c'est plus dans le bouquin. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, mais j'ai peut-être tort. Puis il y a la référence à Rosebud, un peu la base cinématographique, Citizen Kane pour beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un Rosebud dans le film, qui est en fait une histoire d'amour. Et c'est ça qui est assez fort dans le film quand même. C'est que dans toute cette virtualité de partout, c'est le réel qui est le plus important. Et c'est par le réel qu'on trouve la clé. Tout à fait. C'est là où d'ailleurs le personnage très touchant, donc joué par Mark Rylance, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le fameux Hallyday, pas Johnny Hallyday, James Hallyday, voilà, qui est très touchant comme personnage. C'est le génie qui a créé l'Oasis, extraordinaire, tout ça, mais il avait cette faiblesse, c'est pouvoir dire à une femme qu'il l'aime. Et c'est d'ailleurs son pote qui s'est marié avec, c'est ça qui est violent quand même quand on y pense. Oui. Et puis le message final qui paraît bête. Alors là, c'est là où la première fois que je l'ai vu, à la fin, on est réel n'importe que la réalité, ou on est réel que la réalité. C'est ça, la réalité est la seule chose qui est réelle. Et j'y ai pensé, je me suis dit, c'est bête quand même. Mais en fait, je me demande même s'il n'y a pas une référence très déguisée et très indirecte à Forrest Gump, avec le fameux « n'est stupide que la stupidité ». C'est des phrases toutes bêtes, qui ont l'air complètement idiotes comme ça. Mais parfois, les phrases les plus simples sont les plus fortes, les plus marquantes. Bien sûr. C'est peut-être aussi le message qu'il a voulu faire passer avec ça. D'ailleurs, il y a un petit côté Forrest Gump, mais en mode génie, dans le créateur de l'Oasis. Non, puis je pense pas que le message en plus soit il est pas si positif que ça au final. Je trouve le message a quand même quelque chose d'assez pessimiste. Oui, parce qu'il n'est réel que la réalité, mais la réalité, vu ce qu'elle est dans le film, voilà. C'est dur, quoi. Et en plus, pour le coup, il y a un film qui est sorti la même année qui, je pense, a la même vision un peu pessimiste de la pop culture. C'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui parle aussi de la pop culture un petit peu de la même manière que Spielberg, c'est-à-dire en montrant tout ce qu'il y a de magique là-dedans, en travaillant la question de l'easter egg d'ailleurs, il y a de l'easter egg qui est très clairement posé dedans à plusieurs reprises, et en te montrant à la fin que justement la pop culture, par l'emprise qu'elle a sur nous, elle peut être une âme redoutable mise entre les mains des mauvaises personnes.
avec ce face-à-face que si tu l'as vu pour le coup Under Silver Lake ou pas, je sais. Ouais, il faudra que je le revoie aussi. Je l'avais vu au cinéma, c'était vraiment un film fascinant. Beaucoup de choses, un côté Lynch aussi, évidemment, on y pense, hein, mais c'était un bon film qui a été malheureusement un petit peu boudé, je crois, à l'époque. Et qui pourtant je trouve fonctionne très bien avec Ready Player One. Je pense que c'est deux films qui peuvent qui ont une vraie proximité sur leur discours, sur la pop culture, sur le lien avec la référence, sur le lien avec la nostalgie, et qui sont beaucoup plus pessimistes qu'ils n'en ont l'air, je pense. Oui, c'est vrai. Et puis justement, quand on parlait de pessimiste, on parlait du méchant aussi, que moi je trouve intéressant, parce que, alors, bon, c'est le truc que tout le monde a dit, hein, je pense c'est une grande simplicité, le fait qu'il s'appelle Nolan n'est pas anodin non plus, avec le côté qui n'a pas de lien, qui est sans lien, qui est hors réseau. Dommage à Christopher Nolan, non, j'espère pas. Alors, ceci dit, si c'était une blague à la courbe de Christopher Nolan pour montrer à quel point c'est un faux geek, moi je serais d'accord. Mais ça, c'est comme mon avis, attention, oubliez, ne vous énervez pas. Je pense que Spielberg et Nolan sont pas les meilleurs amis du monde, alors peut-être. Je sais pas. Au revoir. En tout cas, moi je l'interprète à cette manière-là, parce que pour moi, c'est enfin voilà, je n'apprécie pas forcément toujours Nolan. Mais moi je pense qu'il y a plus l'idée de dire c'est Nolan, donc c'est celui qui est sans réseau et qui est la seule personne, la seule chose qu'il a, le seul avatar qui se pose, c'est une sorte d'avatar, c'est l'idée que l'individu qui ne connaît le moins la pop culture et qui fait mine de connaître Ferris Bueller, etc. C'est le seul avatar qui peut se donner cette fausse image de Superman qu'il a et qui justement va affronter le géant de fer qui est alors que le géant de fer, son idéal c'est Superman dans le film de Brad Bird, donc je trouve c'est intéressant de les confronter aussi tous les deux. Il y a Géant de fer qui finit comme Terminator, hein. Oui, en plus, ouais, tout à fait. Il y a non mais c'est ça qui est. Puis d'ailleurs, le Géant de fer, le fait qu'il soit hyper utilisé comme ça, alors qu'à l'époque le film n'a pas trop marché et tout. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil parce que c'est, avec le recul, c'est l'un des meilleurs films d'animation de ces 30 dernières années. On va prendre ça au plus large. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment marquant, le géant de fer. L'utilisation de géant de fer m'a beaucoup marqué. Je ne saurais dire pourquoi. Plus que King Kong et tout. Il y a le Mecha Godzilla aussi qui est bien. Oui. Il y a le Gundam aussi. Oui, le Gundam, et oui. Alors, j'aurais préféré les Évangélions, mais bon, oui. Voilà, on va pas chipoter non plus. Là, ça dépend des écoles, ça. Tu peux te fantasmer toi-même réalisateur à la place de Spielberg, tu aurais mis quoi? Voilà. Ah non, mais tout à fait. Je suis d'accord. Mais bon, j'aurais peut-être mis j'aurais mis E.T. par exemple à un moment. Bon, voilà. C'est des petits détails comme ça. Non, mais de toute façon, oui, sans Gundam Wing, il n'y aurait pas eu Evangelion, je pense. Donc, de toute façon, c'est réglé. Mais oui, et puis il y a une humilité dans ce film en fait. C'est ça qui est fort, c'est que beaucoup de gens ont pris donc il y a eu ces critiques, fan service. Ça ne joue que sur la nostalgie. Ça joue sur la nostalgie, oui, mais il y a une humilité derrière. Comme la scène de Shining. D'ailleurs, la scène de Shining, pour trouver la clé, il faut aussi connaître le concepteur et avoir une certaine humilité d'aller au-delà des jumpscares, machin, et aller voir plus loin l'histoire d'amour, la photo, hein, la fameuse photo. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai mis le clin d'œil, c'est la photo donc le personnage de Jack Nicholson, Jack Torrance, oui, tout à fait. Voilà, qui a le concepteur à la place. Donc, voilà. Et cette histoire d'amour qui est le rosebud du film et qui est la clé, alors que les autres vont chercher des trucs, ah oui, machin, etc. Et la réponse, elle est sous nos yeux, c'est la plus simple. D'ailleurs, c'est ça aussi souvent le message du film, c'est qu'il faut peut-être pas aller chercher trop loin, des fois. Tout à fait. Comme la première clé, il faut aller à l'envers. Mais qui aurait pensé d'aller à l'envers? Les gens, ils voulaient gagner, être le premier en passant, en allant plus vite. En fait, il fallait aller à l'envers pour gagner. Voilà. Ouais, mais en plus Shining, c'est intéressant parce que c'est beaucoup ce passage-là, en plus du fait évidemment qu'il faut gommer l'apparence de la chose pour aller vers le plus simple. Il y a ce côté aussi où le Spielberg ne joue pas que c'est pas pour moi c'est pas de la branlette au sens d'autosatisfaction de faire ça. C'est-à-dire qu'il te mène, il y a quand même, il met deux postures différentes. Il y a les personnages principaux, le personnage principal qui a déjà vu Shining, donc qui connaît le truc, comme toi potentiellement spectateur tu as déjà vu, et il y a le personnage de Ash, donc qui est son meilleur pote, qui lui n'a jamais vu Shining. Et volontairement, il va séparer les personnages, comme on fait toujours dans un bon film d'horreur, on sépare les personnages, bien sûr, et on va prendre le point de vue de Ash, qui est celui qui ne connaît pas. Comme ça, deux choses l'une. Soit toi, spectateur, tu as déjà vu Shining, et quand tu vois Ash rentrer dans la chambre 237, tu as toute la tension qui est faite, il y a du build-up qui est créé, et ça crée de l'attente chez toi, parce que tu sais ce qui se passe dans la chambre 237. Soit tu n'as jamais vu le film, et tu es comme Ash. Dans la chambre 237, il y a quand même une vieille toute nue, donc toi... Voilà. On rappelle à tes auditeurs et tout que tu adores les vieux tout nus dans les films. Ça c'est vrai aussi, c'est important de le rappeler. Et oui, c'est important, ça fait partie de ta légende. Ah mais non mais
Bien sûr. Mon côté gérontophile sera tout, c'est important. Et en plus, la séquence est géniale parce qu'il y a quand même de la nudité de vieux, la nudité de vieux avec un truc un peu cadavérique et un baiser entre deux femmes en fait. Et je trouve ce parti pris aussi un peu subversif de le glisser dans l'intérieur d'un film grand public. Je trouve ça super chouette parce que c'est mine de rien, le film est pas si inoffensif. Alors si on n'avait pas vu autre part d'autres choses qui étaient pour moi pas inoffensifs, mais il y a ces moments-là où on dit là voilà, il met quelque chose, il y a quelque chose, il y a des tripes derrière, il y a quelque chose à raconter. Et ça, je trouve chouette aussi, en fait, que cette séquence-là ne soit, encore une fois, pas du tout, elle est pas cosmétique. Il y a quelque chose derrière, il y a, au-delà de la déclaration d'amour, effectivement, à Kubrick. Le fait aussi de prendre le contre-pied à Kubrick et de jouer quand même de manière quasiment méta en montrant que Kubrick, justement, avait pris le contre-pied déjà de Stephen King qui avait créé La Trahison. Et, pour le coup, Spielberg qui, de son côté, va gonfler tout ce que Kubrick ne gonflait pas, à savoir la partie fantastique, la partie spectaculaire qui était absolument pas présente. Donc je trouve qui était pas présente chez Kubrick, donc c'est intéressant. Je trouve qu'il y a juste ce jeu aussi sur la trahison, mais la bonne trahison, et que je trouve vraiment intéressante sur ce jeu de balancement entre les trois auteurs que sont King, Kubrick et Spielberg sur la même séquence, et peut-être Flanagan plus tard, parce que c'est un an plus tard qu'il y a quand même le Dr. Sleep de Flanagan qui est aussi très proche en fait dans la qualité de la reconstitution. Oui, et puis mais même Flanagan qui avait réussi avec son Dr. Sleep à la fois rendre hommage au Shining donc de Kubrick et au Shining de Stephen King, ce qui était c'est fou. C'était un tour de force d'ailleurs. Il a réussi à réconcilier les deux Shining en fait avec sa suite. C'est hallucinant. Ouais. Et puis après t'as le message, la réalité. Donc ça c'est ce qui est très fort et touchant, c'est que à la fin, tu parlais du méchant capitaliste et tout. Mais la population finit par se rebeller dans l'Oasis contre le capitalisme et tout, en se rendant compte que c'est leur univers, c'est à eux que l'Oasis appartient, et pas à des grandes compagnies et tout. C'est leur monde à eux. Et ça aussi, il y a le message de Spielberg, c'est en gros, pour moi, c'est, voilà, vous avez vous les jeunes, parce que ce film voilà, il y a le côté nostalgique, fanservice ou pas, du coup, mais il s'adresse aux jeunes aussi, même s'ils connaissent pas les références, c'est oui, vous, le monde plus tard sera peut-être tel qu'il est, mais vous avez les clés, vous avez la clé entre les mains, la clé, peut-être pas un hasard aussi, pour faire de ce monde un monde meilleur si vous le décidez. Je pense qu'il y a aussi ce message derrière. C'est pour ça qu'on voit des jeunes qui sont amis après dans la vraie vie, une fois qu'ils ont vu qui était derrière leur avatar, et tous les gens qui jouent, on les voit, ça me fait marrer dans la rue, là. Il y a même des petits qui donnent des sidekicks dans tous les sens derrière leur casque sur leur personnage. Moi j'ai trouvé ça touchant parce que c'est une sorte de révolte populaire à la fin. Et qui passe par la jeunesse. C'est un film de révolution un peu quand même aussi. Ah oui, il y a quelque chose qui passe. Et puis il y a cette idée, effectivement, tu parles je trouve on a parlé tout à l'heure, c'est toi qui as utilisé le mot héritage aussi, ou enfin héritier. Il y a ce côté-là où film testamentaire, et puis mais c'est pas un film testamentaire réactionnaire qui reste dans l'ancien temps et qui dit l'ancien temps c'était comme ça, c'était vachement bien, faut revenir à ça, c'était mieux avant, mais qui dit justement je vous lègue ça, à vous d'en faire ce que vous voulez, comme fait James Hallyday aussi. Spielberg il passe pas la main parce qu'il va en faire d'autres films, mais il a conscience qu'il fera peut-être pas 10 films encore dans sa carrière. Tout à fait. Et du coup il dit aux jeunes, voyez, c'est beau le virtuel, on peut se créer des imaginaires, c'est génial et tout, mais il y a quand même la réalité derrière, et sans la réalité on peut pas créer de virtuel. Tout à fait. Si on n'a pas notre réalité, on peut pas créer l'imaginaire, puisqu'on crée l'imaginaire par rapport à notre réalité. Bien sûr. C'est un peu paradoxal que je dis, mais c'est vrai. Tout à fait, non mais tout à fait. Et puis on s'inspire de la réalité aussi pour l'imaginaire. Descartes, finalement, là, tu reviens sur Descartes, très bien. Tu fais. C'est ça. C'est ce qui s'appelle avoir des cartes en main. Oui, très bien, magnifique. Bon, là, il fallait la faire. Oui, non, mais elle est très bien placée, je trouve. Écoute, désolé. Ah non, mais elle est subtilement amenée, j'aime beaucoup. Non, mais c'est ça, voilà, la jeunesse a les cartes en main de son avenir. Et lui, Spielberg, c'est un petit peu Hallyday dans le film. Un jour, il sera plus là. Mais il peut être le guide. Mais une fois qu'il n'est plus là, c'est aux autres de prendre la suite et de faire ce qu'ils ont à faire. On verra ce que James Mangold fera avec Indiana Jones 5, par exemple. Oui. Même si James Mangold, il doit avoir au moins la cinquantaine, facile. Mais il fait partie des héritiers potentiels de Spielberg. Ah, tout à comme fait. D'autres. Et peut-être qu'il le fera au passage mieux que Spielberg l'a fait sur Indiana Jones 4, par exemple. C'est possible, moi j'y crois, c'est un bon réalisateur, qui prenne son univers en main à lui, voilà, enfin, je pense que là-dessus il y aura des choses intéressantes de voir si, voilà, avec Indiana Jones 5 c'est un exemple, et si d'autres réalisateurs s'attaquent à des suites potentielles de films de Spielberg par la suite, je pense au hasard, par exemple, un Ready Player One ou un Ready Player 2, c'est un jour, parce que
on peut se douter quand même qu'il va avoir lieu ce film. Après la sortie du deuxième bouquin. Si il est adoubé par Spielberg et avec un réalisateur qui pourra en faire quelque chose de bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et on verra du coup si ce réalisateur, pour cette potentielle suite, aura réussi de pari des clés en main laissées par Spielberg. Ce sera intéressant. Mais il y a pas mal à qui il a refilé les clés quand même. Je pense à Juan Antonio Bayona aussi, à qui quand même. Oui, quelques minutes après minuit, c'est Spielbergien à la Bayona. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est le pari réussi total. Voilà. Et ce qu'il a fait aussi sur Jurassic World Fallen Kingdom aussi, où il y a quand même quelque chose. Oui, c'est vrai, quand il pense, c'est là. Bah oui, c'est vrai. Et puis t'as aussi, t'as J.J. Abrams, qui est un des héritiers de Spielberg, qui a fait des choses dans sa carrière. Son Super 8 est pas mal. Peut-être trop nostalgique, mais qui est quand même très bien pour un héritage Spielbergien. Voilà, c'est un exemple. Qui est totalement dans la lignée de Spielberg, évidemment, ouais. Donc oui, on en a des jeunes réalisateurs Spielbergiens. Hein. Par exemple, l'année dernière, je cite ce film français, La dernière vie de Simon. Que j'ai pas encore vu. Des héritiers de Spielberg. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas encore vu celui-là, donc ce sera à découvrir. Je pense qu'il te plaira. Côté fantastique à la Spielberg, voilà. Ça me donnait très envie pour avoir vu les bandes annonces et puis pour vous avoir écouté justement sur la Ciné Critique. Moi, ça me donnait très envie d'aller voir, donc je pense que je vais le découvrir incessamment sous peu. Je pense que oui, tu pourras même peut-être en faire un petit retour. Non, mais avec grand plaisir. Je prendrai le temps avec grand plaisir de le faire. Et puis on n'a pas parlé de Simon Pegg quand même. Bon, j'ai un regret sur Simon Pegg. C'est un acteur que j'adore dans la trilogie Cornetto, c'est royal. Hein. Ouais. Là, on le voit pas assez. Mais il est dans le film tout le temps, mais on le voit pas assez. Il est pas assez exploité, j'ai envie de dire. Et il est important. Bon. Il est quand même ça reste un personnage très important. Très important, bien sûr. Mais on le voit dans les flashbacks notamment et tout. Mais voilà, limite, j'aurais bien aimé Simon Pegg dans le rôle du méchant. Bon. Ouais. Non, mais ça a pu être intéressant. Après, Ben Mendelsohn, je n'ai rien contre lui. Il joue son rôle. Et t'as le côté caricatural qu'on lui donne. Voilà, oui. C'est vrai qu'il en fait ce qu'il peut. Mais bon, voilà, c'est le petit bémol. Mais je comprends le côté très stéréotypé du méchant parce qu'il représente le capitalisme et tout. Finalement, Spielberg dénonce un peu une industrie qu'il a un petit peu nourrie quelque part, mais il en a un peu ras-le-bol. Des gros films blockbusters avant Ready Player One, c'était quoi? C'était Tintin, c'est tout, hein, il me semble. Hein, parce que entre temps, il a fait, c'était des blockbusters quand même, des films plus politiques, plus, je pense à Lincoln et tout. C'était du blockbuster, mais c'était pas dans le monde, tu vois. Après, fantastique. Il est quand même le fondateur, ne serait-ce que Les Dents de la Mer est considéré comme étant le premier blockbuster issu de Nouvelle Hollywood, donc ça, c'est quand même, c'est le papa de tout ça quand même, mine de rien. En fait, c'est peut-être aussi son regard sur ce qui est devenu le blockbuster au cinéma. Tout à fait. Et avec ce film, il prouve que on peut faire un gros blockbuster populaire, clairement, tout en réussissant quand même un propos qui va plus loin. Oui. Donc je pense que là-dessus, il y a quelque chose à creuser. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi, oui, évidemment du regard Spielberg, parce que Spielberg, ça a toujours été à la fois un réalisateur grand public et à la fois tu as toujours été un auteur. Alors lui, il a quand même la chance, je pense, d'avoir cette prestance, d'être le roi du divertissement, comme il est appelé. Alors, il ne sera jamais l'empereur, parce qu'il y a Disney quand même au-dessus, malheureusement, en termes financiers. Ouais. Mais il a quand même cette latitude, en fait, grâce au fait d'avoir cette on va dire cette surpuissance quand même, qui est quand même ce fait qu'on lui confie de gros budgets, etc. Mais il a la possibilité aussi, par le biais de la Amblin qu'il a pu fonder, ou d'autres boîtes, DreamWorks, etc., d'avoir la possibilité de faire valoir ses envies, ses droits, de faire valoir son Final Cut s'il a envie, parce qu'il a quand même quelque chose qui lui permet d'avoir une main mise, et qui lui permet d'affirmer son statut d'auteur, parce que ça reste un auteur quand même. Oui. Je veux dire, même des films comme La Liste de Schindler ça reste un film à gros budget, mais qu'il a amené dans toutes ces circonvolutions d'auteur, tous ces questionnements, ces atermoiements, mais qui sont toujours présents. Hein. Ça l'a marqué, hein. La Liste de Schindler, il n'a plus jamais été vraiment le même derrière, même bien si sûr. Il a continué à faire des très grands films. Hein. Mais par exemple, le film qu'il a fait après, c'était Le Monde Perdu, que beaucoup ont critiqué. Il était épuisé et tout, mais moi que je trouve hyper sombre et justement bercé de cette noirceur qu'il avait gardé en lui de Jurassic, pas de Jurassic Park du coup, de La Liste de Schindler. Oui. Et pour moi, c'est un film très dur, Le Monde Perdu par exemple. Ah oui. Si il y a des longueurs et tout, etc., des répétitions un peu si on veut. Mais moi, par exemple, je trouve que c'est un film profondément sombre, Le Monde Perdu. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il est très proche de Fallen Kingdom, moi je trouve, sur le fait qu'il a une écriture qui est quand même très moyenne, mais la mise en scène dit plein de choses et beaucoup plus que ce qu'en dit l'écriture. Donc. Oui, c'est ça, exactement. C'est un film que j'aime beaucoup aussi. Ne pas aller dans les hautes herbes. Voilà, c'est important.
Aucun rapport avec Ready Player One, mais un petit peu quand même. Et puis peut-être une dernière chose auquel je pense quand même aussi par rapport à la manière, parce qu'il y a quand même quelque chose de méta sur le fait que Spielberg est un amoureux de jeux vidéo et il a réalisé le film comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il a inventé une caméra qui s'appelle la SimCam qu'il manipule en fait comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il a tourné grossièrement, parce que performance capture c'est évidemment ces trucs avec tous ces capteurs qui est à l'intérieur du volume, qui est une scène qui n'est qu'une scène sur laquelle on va projeter des images et des décors, et finalement lui avait cette possibilité de pouvoir se déplacer sur le plateau et avec son regard de prévoir à l'avance, puisqu'on avait une caméra qui suivait son regard et qui lui permettait de cadrer comme il le souhaitait, et ensuite il manipulait tout de part d'une console en fait, qui se rapproche très proche de la manette, donc finalement il a quasiment joué en mettant en scène, et ça je trouve ça vachement intéressant. C'est un fantasme ultime, ça. Mais bien sûr. On a tous, voilà, tout réalisateur, là, je pense, rêvé de filmer avec ses propres yeux. Tout à fait. Là, c'est vrai qu'il a réalisé un fantasme. Je sais pas si cette technique a été réutilisée depuis, mais j'imagine, parce que je vois pas pourquoi en 3 ans elle n'aurait pas été réutilisée. Mais c'est le fantasme ultime du réalisateur, hein, filmer avec son propre regard et en faire ce qu'on veut, quoi. Tout à fait. Et ce qui permet de créer de l'imperfection. Arrive à simuler d'ailleurs ça. Ouais. Et là, maintenant, avec la technique que tu peux... C'est vrai qu'on critique souvent les progrès techniques au cinéma qui peuvent engendrer des excès de fond vert et tout, mais il y a aussi le côté créatif que ça peut engendrer derrière. Donc Spielberg, là-dessus, par exemple, il a plus utilisé des effets spéciaux pour la création que pour des rajouts, parce que, voilà, on va pas faire ça en vrai, parce que, tiens, on n'a pas trop de temps à perdre, etc. Je pense pas que les acteurs ont énormément joué dans des fonds verts en carré et tout, comme certains l'ont fait pour Avengers, par exemple. Je cite Avengers, le dernier. Oui. Voilà. Ou alors certains acteurs qui portaient des armures en plastique, parce que du coup c'était plus commode. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais Avengers a le problème du fait que ce côté technique utilisé à outrance crée... tout semble parfait, très lisse. Spielberg, c'est intéressant, c'est que dans Ready Player One, il y a plein de moments où justement il va jouer l'imperfection, il va jouer la caméra qui a du mal à suivre ses personnages, il va jouer les raccords un petit peu plus serrés, un peu plus tendus, il va jouer sur ce côté où on a l'impression quand même que c'est pris sur le vif, malgré le fait qu'on a de la motion capture, et ça crée quelque chose d'assez bizarre et finalement d'assez réel, malgré le fait que tout ça est virtuel. Un petit peu comme Zemeckis l'a fait pour le Pôle Express. Et oui, voilà. Là-dessus, c'est vrai que Zemeckis et Spielberg, c'est quand même 2 réalisateurs qui utilisent les nouvelles technologies dès qu'ils peuvent, mais qui gardent un côté old school aussi. Tout à fait. Donc, dans un autre genre, on peut penser aussi à Feu Tony Scott, par exemple, oui. Ou à Michael Mann aussi. C'est complètement dans un genre opposé, mais eux aussi, ils utilisent les nouvelles technologies tout en restant viscéral dans l'action. Tout à fait. Voilà. Il y a quand même des réalisateurs qui se servent de tout ça pour continuer à faire des films d'auteurs créatifs, et tant mieux. Bien voilà. sûr, heureusement, on n'a pas que des yes man, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait triste. Ah, on serait chier. Voilà. Et on a, mais même dans des blockbusters, on arrive à avoir des réalisateurs qui, autres que Spielberg, etc., arrivent à mettre leurs pattes quand même. Certains sont un peu étouffés aussi, mais bon, il y en a qui s'affranchiront de tout ça de toute façon un jour. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as d'autres petits éléments qui te viennent comme ça à l'idée, duquel tu aurais envie de parler, dont on n'a pas encore parlé, ou... Bon, si ce n'est la toute fin, où, voilà, on a clairement l'idée que le réel a sa place, donc, message très simple, mais oui, il y a 2 jours dans la semaine où on ferme l'Oasis. Ouais. Ça serait bien que ce soit un message qui perdure, et que dans les prochaines années qui viendront, où la réalité virtuelle sera de plus en plus présente, que nos jeunes ou nos futures générations gardent contact avec le réel, parce que moi je le vois avec mes élèves, certes ils sont sur leur téléphone et tout, mais ils ont besoin du réel. Donc le réel, on en aura toujours besoin, même s'il y a des connexions dans tous les sens, il y a toujours quelque chose de réel à gratter derrière, et rien ne remplacera le réel, tout simplement. Et bien sûr, mais même pour le confinement, on le voit très bien, puisque les plus jeunes réclament de sortir, hein, même s'ils ont le... Oui. Et c'est pour ça que, bon, oui, les écoles, c'est compliqué, contamination, oui, c'est vrai. Mais en même temps, passer des mois en distanciel, on a vu à quel point ça nous a déprimé l'année dernière, on était contents de retrouver nos élèves à la rentrée. Bien sûr. C'est ça, par exemple, on aurait pu imaginer, face à cette crise actuelle, c'est ce que certains lycées font d'ailleurs, hein, un jour en présentiel, un jour en distanciel. Tout à fait. Mais bon, là, de toute façon, c'est un autre débat. C'est vrai que le distanciel ne peut pas tout remplacer. Mais c'est le réel qui prévaut, et c'est ça le message le plus important, je pense. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, de pouvoir faire des ponts. C'est vrai que c'est bien de revoir maintenant Ready Player One, comme tu disais au début, parce que y a des liens qui se font quand même sur la question du confinement, du fait de rester chez soi.
et le lien qu'on entretient avec cette virtualité qui encore une fois une échappatoire. Mais est-ce que véritablement c'est une échappatoire ou pas? Est-ce que finalement la réalité finit toujours par contaminer cette virtualité? Parce que de fait, comme tu disais très bien tout à l'heure, sans réalité, il n'y a pas de virtualité possible. C'est ça, parce que l'échappatoire, elle a beau exister, à un moment, il faut revenir dans le monde, quand même. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est ça. On est comme des petites souris, hein. On rentre dans notre trou, mais à un moment, on ressort. Hein. Et puis, il y a le chat qui guette. Voilà. Bon, là, on parlait de Disney tout à l'heure, finalement. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Voilà, non, mais bon, voilà, le message du film a beau être simple, il est fort et très important, et d'autant plus important 3 ans, donc bientôt 3 ans après la sortie du film. Bien sûr. C'est un message que, justement, parce qu'il est simple, ouais, justement, peut rester en fait très simplement et s'adapter à toutes les époques. En fait, ça peut être lu. Quand même, le film va vieillir parce que, dans une certaine mesure, effectivement, c'est peut-être le seul défaut, si on peut dire, c'est que ces références-là, comme toute référence, ça varie évidemment d'une époque à une autre. Même si je pense que cette pop culture-là, elle demeure malgré tout importante. On imagine dans 30 ans, quand il y aura Ready Player 10, il y aura les mêmes références avec le MCU, le DCU, bien etc. sûr. Ah, donc. J'ai pas envie que mon imaginaire soit phagocyté par le MCU, donc parlons pas de mauvaises choses. Je viens de casser l'ambiance, non, mais on verra bien. Et sachant quand même que tout ce qui est MCU et DCU, on rigole, mais c'est des références de choses qui existent depuis les années 30 pour certains. Évidemment. C'est vrai que c'est pas nouveau, en tout cas, le traitement cinématographique est récent, mais évidemment. Voilà. Eh ben, écoute, alors, as-tu d'autres petites, Non, mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Ça fait du bien de parler de ce film. Et bien sûr, c'est un grand plaisir aussi. Il est très, très ancré dans notre monde encore, plus qu'à sa sortie. Donc, et je vais m'intéresser au bouquin et à sa suite, du coup, qui est sorti, je sais plus. En attendant, si suite cinématographique ou pas, qui sera très certainement, j'en mets ma main à couper ou pas, hein. Sinon on va se retrouver dans Ichi de Killer, fait des ponts, hein. Qui ne sera probablement pas réalisé par Spielberg, parce que je pense qu'il a des projets plus importants à finaliser et à faire avant de plus avoir l'âge de tourner. Voilà. Oui. Mais à suivre, ça m'intéresserait de voir une suite, s'il y a quelque chose, bien sûr, à proposer derrière, évidemment. Maintenant, voilà, c'est quelque chose à raconter. Exploiter le monde réel qu'on ne voit pas beaucoup, finalement, dans le film. C'est un petit regret, c'est qu'on voit côté post-apocalyptique, mais on le devine plus que on le voit, en fait. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est pas inintéressant, parce que très souvent dans les films, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le monde virtuel reste finalement esquissé et on nous laisse essayer de nous imaginer ce qu'il est. Là, pour le coup, on nous met pleinement dedans et le monde virtuel, de fait, comme il est majoritaire dans le film, devient notre réalité. Et c'est un peu comme Matrix, hein. Oui, tout à fait. C'est exactement le même principe, parce que la réalité dans Matrix, on la voit, oui, un peu dans les suites, mais ça reste quand même dans la matrice la plupart du temps. Bien sûr. Et puis ça permet de rendre terne la réalité, parce que finalement la réalité, on la voit assez bien, même en termes de photographie, de colorimétrie. La réalité est très terne en fait, là où au contraire le virtuel est extrêmement coloré, extrêmement vivant et paraît plus vivant que le monde réel. C'est une réalité à la Alita Battle Angel un peu. Oui, dans une certaine mesure, oui. Enfin, plutôt à son manga de base, mais bon, voilà. Oui, lisez Gun avant Alita, c'est mieux. C'est ça. C'est une petite parenthèse. Le film de Robert Rodriguez, il est sympa, mais on l'a vite oublié quand même, hein, mine de rien. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est terrible. Mais il y a des ponts à faire entre Alita Battle Angel et je pense, oui. Mais il y a des ponts avec tout, je pense qu'il y a des ponts avec tout le cyberpunk, donc globalement, en fait, je pense qu'il y a des ponts à faire avec Akira dans une certaine mesure, parce que c'est pas anodin qu'Akira soit là aussi. Oui. Donc il y aurait énormément de choses, en fait. Je pense que si on avait un podcast à faire, on pourrait faire un podcast de 4 heures dessus, en fait, tellement il y a de choses à dire. Il faudrait faire des lives. Hein. Mais c'est ça, on devrait faire un live par film, ce serait intéressant. Pour chaque confinement dur, on fera ça. Voilà, parce qu'il va peut-être arriver, on sait jamais. Les confinements durs, on n'en aura plus, si ce n'est au prochain virus dans 5-10 ans, mais ça, c'est voilà. Soyez positifs. Oui, voyons des prochains épisodes plus positifs. Non, voilà, vivez votre vie et faites-vous plaisir, il faut profiter de chaque instant, hein. Tout à fait. C'est ça le plus important. Que ce soit derrière un jeu vidéo ou avec ses amis dehors en se baladant dans la campagne, voilà. Les deux en même temps, c'est encore mieux. Si vous pouvez alterner, finalement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est à mesure. En tout cas, je te remercie beaucoup de ce petit échange passionnant. Merci à toi, Romain. Et ce fut un immense plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Partagé, totalement. Et puis vice versa, hein. On s'invite mutuellement et c'est toujours avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, on en fera de nouveau. On continuera nos aventures avec grand plaisir. On fera le Rainbow Melonverse. Très très bonne idée.
C'est très étrange, mais pourquoi pas. Mais j'aime bien le concept. On inventera notre jeu vidéo et tout, voilà. On va faire des trucs cool, on pourra faire un jeu vidéo sur YouTube, un jeu de piste où on part de lien en lien, ça pourrait être génial. Ah, mais je pense qu'un jour ça se fera, ça se fait peut-être déjà, mais bon. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Tout est possible, de toute façon. Les possibilités sont infinies. Mais c'est ça qui est merveilleux dans le jeu vidéo et dans tous les arts et les médias qu'on a. Il y a des trucs négatifs, mais il y a des trucs très positifs aussi. Mais c'est ça, tu sais, les gens ne le savent pas, mais à chaque procédé critique, il y a des liens. On rigole, mais des fois il y en a et je m'en rends compte en les tournant, donc c'est ça qui est drôle. Mais je pense qu'à terme on pourra mettre toutes les impros ciné-critiques et en faire une sorte de mosaïque qui permettra de découvrir quelque chose, un easter egg au sein de ces impros ciné-critiques. Ouh là là, il est peut-être caché dans la 37e, la 812, allez savoir, je ne sais pas. Ce serait fou. Non mais voilà, trêve de plaisanterie, c'était vraiment... Et c'est ça qui est intéressant quand on parle de films comme ça, on peut partir dans tous les sens, mais... C'est le concept du podcast, finalement, c'est ça qui est cool. Ouais. En tout cas, merci à toi, et puis je vais te souhaiter une très bonne soirée, et puis très bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et merci de bonne votre journée, écoute. Bonne soirée, selon quand vous nous écoutez. Bien sûr, effectivement, tu as raison. Et peut-être bonne nuit, et peut-être que vous avez écouté ça le jour de votre bar mitzvah, donc bonne bar mitzvah à tous, on sait jamais. Voilà, bon mariage, tout ce que vous voulez. Bon sacrifice humain. Merci encore à toi, et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao.